Lundi 5 janvier 5 février, oui, déjà, je suis encore nostalgique donc, de ce fameux mois qui ne finit jamais. Merci d'être en notre compagnie. C'est Matin Bonheur qui revient avec beaucoup de plaisir. On espère donc être en votre compagnie jusqu'à 7h30 avec tout ce que nous avons concocté. Bonjour Nessie. Bonjour Marco. Ça va bien? Ça va super bien. Le week-end s'est bien passé? Oui, super bien reposé? Bien reposé. En mode Zoulou? En mode Zoulou, ouais. Tout ça pour donner de la couleur aux téléspectateurs. Merci d'être avec nous. Marco l'a dit, on a élaboré un programme assez particulier afin de vous permettre de recharger vos batteries parce qu'on sait que le week-end, vous avez dépensé de l'énergie et Matin Bonheur est là pour recharger vos batteries. Les batteries qui seront d'ailleurs rechargées et les toxines des toxines orchestrées, récupérées pendant tout le week-end, seront évacuées. Faites bien de parler de toxines parce que moi, là, maintenant, tout de suite, je vous envoie dans un reportage qui nous fait un peu le point. Vous avez souvenance des invités qu'on a reçus pour la rougeole, la rubéole? Et on a eu de très beaux retours, Marco. Absolument, oui. Et ils sont tellement bien qu'après leur passage ici, ils ont décidé de nous donner un peu un reportage qui parle du bilan. Comment ça s'est passé? Donnez-moi la main et on y va. Abidjan, 31 janvier 2018. Au 6e jour de la grande campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole, nous allons prendre le pouls sur le terrain. Nos destinations, les districts sanitaires d'Anyama, d'Abobo-Est et de Cocody-Benjéville. À notre arrivée, l'ambiance est bel et bien celle des jours de vaccination. Pour les 5 jours, sur 364, 338 enfants, nous avons pu vacciner 250 796, soit 61,55% d'enfants cibles que nous avons déjà vaccinés. En termes de chiffres, nous ne sommes pas loin des 50%. Parce que nous avons d'abord des résultats partiels que nous sommes en train de valider au fur et à mesure. Mais nous pensons que d'ici la fin de la campagne, nous allons atteindre l'objectif qui est de 95%. À J6, pour une population cible que nous avons à vacciner, qui est de 128 266, nous sommes grosso modo à 66%. Affluence relative, taux avoisinant les 60%. Les choses se passent comme prévu. Les concernés comprennent le bien fondé de la campagne. C'est très important pour les enfants parce que ça protège beaucoup les enfants contre en tout cas plusieurs maladies. Donc une fois qu'on lance ça, en tout cas moi je me dépêche. Me faire vacciner contre une maladie, ça me représente de ne pas tomber malade et d'être toujours en forme chaque matin. Comme ici et là, la campagne se déroule bien dans les 80 autres districts sanitaires sur toute l'étendue du territoire national. La confirmation est de l'équipe de coordination que nous rencontrons ici dans les locaux du programme élargi de vaccination au cours de sa séance quotidienne de débriefing. Ça se passe très bien. À ce jour, nous avons vacciné un peu plus de 8 100 000 personnes sur les 13 millions, un peu moins de 400 000 enfants à vacciner de 9 mois à 14 ans. La complétude n'étant qu'à autour de 70%, nous avons 8 millions, mais nous avons bon espoir. Et c'est le travail fait sur 5 jours. Donc aujourd'hui n'est pas compté. On a encore 5 jours pour atteindre les 5 millions de personnes restantes. Un peu plus de 8 millions d'enfants vaccinés en 5 jours. Les résultats sont satisfaisants. Et pourtant, quelques difficultés émaillent quand même cette campagne. Il y a eu un site, par exemple, où on nous a demandé d'attendre que les enfants finissent les cours. C'est à la pause entre midi et 2. Donc à la pause entre midi et 2, on se retrouve avec plus de 200 enfants alignés, alors qu'on aurait pu travailler progressivement tout au long de la journée, par exemple. Donc il est arrivé aussi que des écoles fassent quelques difficultés. Il y a des parents qui refusent qu'on vaccine. C'est quelle raison ils avancent finalement? Ils disent que qu'on appelle les vaccins ne sont pas fiables, qu'on est venu pour contaminer la population, donc ils refusent carrément qu'on vaccine les enfants. À propos de la fiabilité du vaccin, les autorités ivoiriennes en charge de la vaccination rassurent. La vaccination, ça ne rend pas stérile. Il y a juste quelques effets secondaires qui peuvent arriver, mais sur des millions et des millions d'enfants, il y a juste quelques effets. Si ça arrive,
c'est quoi? Une petite fièvre, une petite douleur au point d'injection, mais généralement, dans les 2 jours, ça rentre dans l'ordre. Donc, il y a plus à se faire vacciner qu'à ne pas le faire. Parce que quand on se vaccine, on se protège soi-même. On protège sa famille et on protège toute la population. Un appel relayé par les différents acteurs sur le terrain et sûrement compris par les populations. Puisqu'au 8e jour de la campagne, c'est-à-dire à 2 jours de la fin, ce sont 12 millions d'enfants sur une cible de 13 millions qui ont été vaccinés. Rappelons que la campagne rougeole-rubéole 2018, qui a débuté le 26 janvier, s'est achevée ce dimanche 4 février. Elle visait à rattraper tous les enfants âgés de 9 mois à 14 ans qui n'ont pas pu être pris en charge au cours des vaccinations de routine. Vous avez fait vacciner vos enfants, vous? Bien sûr, bien évidemment. C'est ça. Et vous? Bien sûr. Ben oui. Tout le monde est vacciné, hein? Ouais. D'accord. Hein? Ils sont 2. Oui. Ben, bien sûr. C'est nécessaire, hein, Marco, pour bouter la rubéole et la rougeole loin des frontières ivoiriennes, parce que les enfants sont l'avenir de demain. Parmi eux, on veut des ministres, on veut des présidents, voilà, on veut des présidents, on veut plusieurs cadres, notamment des sportifs aussi, parce que c'est un métier d'avenir. Nous avons Monsieur Sport qui est avec nous, Serge Dakouri, qui a beaucoup d'informations sportives à nous donner. Donc, on va lui passer la parole. Jingle. Au menu donc sport de l'intervention de notre très cher frère Serge Dakouri. Aujourd'hui, on aura bien sûr, on va parler du comité national olympique, du basketball, du volley, mais on ouvre avec bien sûr l'actualité brûlante, le Maroc sur le toit de l'Afrique au niveau du football local. Oui. Bonjour Nessie, bonjour Marcelin. Effectivement, la 5e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des locaux, qui s'est ouverte le 13 janvier dernier, s'est achevée avec un bouquet final, le triomphe des Lions de l'Atlas du Maroc. Oui, hier en finale, au grand stade de Casablanca, Marocains opposés aux Super Eagles du Nigeria, les poulains de Jamal Sedemi se sont imposés 4-0 avec un Nigérian qui a été expulsé à 10 contre 11, Moses Edjide, à la 55e minute. Mais cela n'enlève rien ce mérite marocain. Les Marocains sont sur le toit de l'Afrique, car les Marocains, depuis le début de la compétition jusqu'au bouquet final, ont été sublimes, flamboyants, avec un nombre de buts incalculable. Hier, 4-0. Vous voyez un peu la différence de niveau. Les Marocains ont ouvert le score en première mi-temps par Zakaria Adraf, le joueur du Raja de Casablanca, à 2 minutes de la mi-temps. Et par la suite, les choses ont continué, surtout en seconde période. Dès que le Nigérian a été expulsé, ça a été un boulevard pour les Marocains qui se sont imposés. Du reste, Zakaria a eu un doublé. Voilà un centre qui vient de la gauche. Il est à la réception de ce centre et il marque le but. Les Nigérians ont été méconnaissables, un peu tétanisés par l'enjeu, devant une belle équipe marocaine, poussé par un public, mais avec de la pluie, car il ne faut pas oublier qu'il avait de la pluie torrentielle sur le stade de Casablanca, ce qui n'a pas permis facilement la gestion de certains mouvements. Voilà les buts marocains. Ils sont passés sur les côtés avec des doublements de latéraux. Et lui qui exulte là s'appelle Zakaria. Avec des flèches sur les côtés. C'est les flèches sur les côtés. Il s'appelle Zakaria Adraf. Il a reçu un doublé. Il a marqué 2 fois dans ce match, le joueur du Raja de Casablanca. Ensuite, ça a été Wael Karti, le joueur du Wydad de Casablanca. Et le dernier but, c'est bien entendu le meilleur buteur du tournoi. Il s'appelle Ayoub El Karabi, qui a marqué son 9e but en 6 matchs. Reconnaissons que le Maroc était visiblement au-dessus du lot dans cette compétition, avec le nombre de buts marqués, avec la facilité déconcertante qu'elle gagnait face aux adversaires en face. Et puis le volleyball, donc comme deuxième intervention dans ce sport, le volleyball. Effectivement, c'était la 3e journée, pendant qu'on jouait au Maroc, c'était la 3e journée du championnat de Côte d'Ivoire en volleyball, aussi bien en dames qu'en d'hommes. On va commencer par les dames pour être élégant. Son a battu Phoenix 3-7-0. L'ASEC, qui caracole en tête dans le championnat de Côte d'Ivoire en dames, a battu Descartes 3-7-0. En hommes, Phoenix a pris la revanche, a battu Son 3-7-0. Port-Boué a disposé de Beaunois 3-7-0. Et l'Institut national de la jeunesse a pris le meilleur sur Tafiri. En gros, les favoris n'ont pas été bousculés dans la hiérarchie. Les volleyball ivoiriens, ceux qui dominent en tout cas, ont laminé leurs adversaires.
Toujours en matière de sport de main, le basketball. Oui, on va parler de basketball. Effectivement, quelques résultats rapidement de basket avec Abidjan Basket Club qui a battu la société Omnisport de l'Armée 80-69. En deuxième opposition, le CSAT du président Koulibaly Mahamat Krejvil a battu JSPM 68-38. Et en femmes, FBA a été battu par ABC 50-66. Et le CSA s'est baladé complètement face à Ensoa 72-26. Voilà pour les résultats des sports de main. Vous voyez la différence? Une très grande différence. Ça veut dire que véritablement, la CSAT en dames est quand même avec l'ABC les deux cadors de la discipline en basketball féminin en Côte d'Ivoire. Comité national olympique à présent pour terminer cette sportive. On finit avec le Comité national olympique. Eh bien, l'élection à la présidence du Comité national était prévue pour le 1er février dernier. Eh bien, ça a été repoussé. Le président sortant, le général Lassana Palanfo, est candidat à sa propre succession. Mais cette fois-ci, après 20 ans de règne, il y a un jeune aux dents longues qui se présente contre lui. C'est Angbo Isaac, le président de la Fédération ivoirienne de judo, ancien champion d'Afrique de judo, qui cette fois-ci se présente contre le général Palanfo. Entre donc l'expérience, le vécu du général Palanfo et la jeunesse avec beaucoup plus de... La gérontocratie contre la technocratie. Contre la jeunesse, contre la vieillesse, je ne dirais pas la vieillesse, mais la sagesse. Qui va l'emporter. En tout cas, l'élection a été repoussée au 18 mars prochain. Eh bien, le collège électoral, ce sont tous les présidents de fédérations olympiques qui vont donc voter. C'est-à-dire que toutes les fédérations où le sport est une discipline olympique, ce seront donc ceux-là qui vont voter. Qui, de Palinfo, du général ou du jeune Angbo, va l'emporter. Rendez-vous le 18 mars prochain pour l'élection, pour voir le nouveau président du Comité national olympique de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous, Serge Dakouri. Ça a été un plaisir. Merci. Il est 6h28 chez vous à Gagnoa et partout en Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous ce matin bonheur. Nous sommes de retour avec beaucoup de plaisir et on espère être avec vous, vraiment avec toute l'équipe aussi, jusqu'à la fin de cette émission. Et puis, bien sûr, l'écriture technique est signée Soro Félicité. Elle est de retour après ses congés. Elle pourra faire son journal aujourd'hui. C'est Maïsako avec elle. On ouvre donc les vannes de l'information. Mais avant, on aura la météo. Vous êtes sur Matin Bonheur. Restez-y. Le ministre d'État, Gilbert Konekafana, président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, convie les maires de Côte d'Ivoire à l'Assemblée générale de l'Union, précédée d'une séance d'échange sur 3 thématiques: emploi et développement local, les mesures fiscales favorisant la création d'emplois, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, fiscalité locale et amélioration de la collaboration entre les services des impôts et les communes. Date, mercredi 7 février 2018 à 8h30. Lieu, hôtel du district autonome d'Abidjan, 6 au plateau. Infoline 07 53 90 94. MTN, everywhere you go. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre en ce lundi. La matinée débutera par du brouillard ou de la brume humide dans les régions du sud. Cette situation évoluera pour faire place à un temps partiellement nuageux et ensoleillé. Dans la bande centrale, le temps sera faiblement sec et ensoleillé. La partie nord restera sous l'effet de l'harmattan. Lisons les températures prévues pour aujourd'hui. Au lever du jour, 26 pour Abidjan. À Diaké nous donnera 25 degrés, 24 à Bandoukou, 23 degrés pour Boaké, 24 à Daloa, 25 à Dimbokro, 24 degrés pour la région du Go, 22 à Korogo. La minimale de 20 relevée à Mans, 24 degrés à Odiéné. La maximale de 26 vue à San Pedro, 25 pour Sassandra, 24 pour Tabou et Yamoussoukro. Aujourd'hui, après un début de période ensoleillée, on aura la formation de cellules orageuses sur le littoral et le sud forestier, notamment dans le sud-ouest, avec des averses. Le centre et le nord connaîtront un temps ensoleillé avec de la brume sèche au nord.
Regardons les températures de notre après-midi. 31 pour Abidjan, 32 degrés à Adiaké, 35 à Bandoukou et à Boaké, 34 à Daloa. La maximale de 36 relevée à Dimbokro, 34 pour le Go, 35 degrés à Korogo, 33 pour le Tompi, 35 degrés à Odiéné, 31 à San Pedro, 30 pour Sassandra et Tabou et 33 à Yamoussoukro. Le résumé du temps de ce lundi est fait. Excellente journée à tous et à chacun. MTN, everywhere you go. Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a fait des rencontres importantes à Dakar, au Sénégal, où il a pris part à la conférence internationale sur l'éducation. Il a échangé avec la directrice régionale de l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance. La Côte d'Ivoire a fait des progrès significatifs en matière de proposition de plans d'éducation innovants selon l'UNICEF. Gabriel Zani. À Dakar, au Sénégal, le débat sur l'éducation des enfants, des adolescents est relancé. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a discuté avec des responsables de l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, pour poser les bases d'une collaboration avec l'institution, vu l'engagement démontré par le pays en matière d'initiatives innovantes dans le secteur de l'éducation. Nous avons félicité le gouvernement ivoirien parce que la loi sur l'éducation qui rend l'éducation obligatoire de 6 à 16 ans est une conquête importante pour les enfants. Nous souhaitions que ceci inspire des pays voisins. Et la Côte d'Ivoire, en plus, a rendu cet enseignement gratuit en enlevant les coûts administratifs. Donc, en bâtissant sur cet engagement politique qui se traduit dans les faits, avec une loi, nous avons interpellé la Côte d'Ivoire pour voir comment faire de cette éducation dans la deuxième décennie, les enfants de 10 à 16 ans. Quelle éducation? Comment leur donner les outils pour qu'ils soient préparés à la vie, préparés à leur pays et qu'ils soient complètement équipés dans ce monde moderne qui change autour de nous. Nous avons discuté aussi d'avoir une approche multisectorielle qui s'attaque aux coûts cachés de l'éducation. L'insertion des nouvelles technologies dans le système éducatif. Voilà entre autres propositions, celles que fait l'UNICEF à la Côte d'Ivoire. Mais au-delà de cette discussion, l'organisation internationale veut la Côte d'Ivoire comme pôle de l'innovation en Afrique de l'Ouest. Bonne nouvelle également pour l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. L'Aéria vient de battre un nouveau record. Le cap des 2 millions de passagers a été franchi au titre de l'exercice 2017. Un record jamais atteint, même au plus fort de l'embellie du trafic aérien en Côte d'Ivoire à la fin des années 90. L'information a été donnée par le directeur général d'Aéria, la société de gestion de l'aéroport d'Abidjan. C'était le vendredi 2 janvier dernier au cours de la présentation bilan de ses activités. Cheikh Koné Aboubakar. Depuis 2014, la croissance du trafic à l'aéroport international d'Abidjan vole très haut. En 4 ans, le nombre de passagers est passé de 1 300 000 à 2 070 000 en 2017. L'objectif pour le transport aérien est de développer et de moderniser les infrastructures aéroportuaires conformes aux normes internationales et de promouvoir le trafic national afin de faire de l'aéroport d'Abidjan le hub de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Pour atteindre ce niveau de performance, l'aéroport international d'Abidjan bénéficie depuis 2016 et ce jusqu'en 2019 d'un financement de près de 42 milliards de francs CFA
À travers ce financement, plusieurs travaux d'aménagement et de rénovation ont été entamés. On est en train de faire le taxiway parallèle dont on rêvait depuis plus de 20 ans, qui va nous permettre de multiplier par presque 4 la capacité en nombre d'atterrissages et de décollages. Au nombre des travaux réalisés, il y a la rénovation des passerelles, la mise en place d'une mire de guidage ainsi que le réaménagement de la salle d'embarquement en zone départ. Ces efforts d'investissement ont été récompensés par l'obtention d'une triple certification. La plus prestigieuse est la distinction d'Aéria comme meilleur aéroport africain en matière de sécurité devant 200 aéroports en Afrique. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Vers la fin de l'année, nous allons commencer certainement. Si on reçoit l'argent, on agrandira l'aérogare d'Abidjan. En 2017, ce sont 25 compagnies aériennes qui ont desservi la destination Côte d'Ivoire. La compagnie nationale Air Côte d'Ivoire est aujourd'hui la première compagnie de cette plateforme aéroportuaire avec un peu plus de 40% du trafic, soit 800 000 passagers transportés en 2017. Parlons santé, ce dimanche 4 février marquait la journée mondiale du cancer. Le cancer qui constitue encore aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde, bien avant les guerres et autres catastrophes naturelles. L'intérêt de cette journée est de faire prendre conscience de l'utilité d'un dépistage précoce permettant d'arriver à une guérison. Ami Sissoko. Il touche tout le monde, jeunes, vieux, riches et pauvres. Le cancer. Son traitement n'est pas à la portée de tous. La prise en charge d'un cancer part du diagnostic au projet de traitement. Pour le cancer du sein chez la femme, par exemple, la prise en charge débute avec le diagnostic. La malade effectue une consultation, voire une mammographie et ou une microbiopsie qui permettra de confirmer ou infirmer le cancer. Lorsque le résultat est positif, il faut maintenant déterminer le stade de la maladie sur une échelle de 4. Pour stadifier la maladie, il est demandé un scanner pour établir un bilan d'extension. Le but est de savoir si le cancer s'est répandu ailleurs. Le volet exploratoire du diagnostic coûte en moyenne 240 000 francs CFA. Le diagnostic étant disponible, le volet traitement peut commencer. Plusieurs méthodes s'intriguent. La chimiothérapie, associée à la chirurgie ou à la radiothérapie. Après cela, la malade doit effectuer au moins 8 cures à raison de 300 000 francs par cure tous les 21 jours. C'est en moyenne 5 millions de francs CFA qu'il faut pour la prise en charge du cancer du sein. Le traitement diffère d'un cancer à un autre. Les efforts sont faits. Il y a un partenariat entre le groupe Roche, qui est une firme pharmaceutique, et l'État de Côte d'Ivoire, où d'importants efforts ont été faits pour d'abord réduire le coût de certains médicaments à 10%. Et aujourd'hui, c'est effectif pour l'Herceptin à 0%. C'est-à-dire le coût du médicament, c'est-à-dire l'Herceptin aujourd'hui est gratuit pour les patients porteurs d'un cancer du sein. Mais attention, ce n'est pas pour tous les cancers du sein. Chez les hommes, c'est le cancer du foie qui est le plus répandu. Il est suivi de celui de la prostate. 70% des cas de prostate qui se rendent à l'hôpital sont à un stade déjà avancé selon les cancérologues. Dans cet état, il faut bloquer la production de la testostérone, l'hormone que tous les hommes sécrètent car sa production permet le développement du cancer. Il se fait au moyen de la castration. Il est possible d'opérer le malade pour le castrer ou le castrer par injection. Le produit coûte 250 000 francs CFA. Il faut une injection tous les 3 mois associée à un anti-androgène dont la boîte coûte 40 000 francs CFA pour 1 mois. Tous les 3 mois, le malade du cancer de la prostate dépense 370 000 francs. À ce montant s'ajoute celui de la biopsie, de l'histologie et de l'IRM. Par an, ce sont environ 5 millions de francs CFA pour la prise en charge du cancer de la prostate comme pour le cancer du sein, sans certitude de guérison totale. Pareil pour les autres cancers, dont le cancer des enfants. En matière de cancérologie, on ne parle pas de guérison comme ça. On parle de rémission. Parce que le cancer, il peut revenir à tout moment. Si vous avez laissé une cellule quelque part, cette cellule-là peut évoluer pour son propre compte. Quand un malade a un cancer, il faut savoir que au stade 1, 2, on peut le guérir totalement. Dans les stades 3, localement avancé, tout ça, l'objectif, c'est de contrôler la maladie. Au stade 4, où la maladie est généralisée, l'objectif, c'est d'améliorer la survie et le confort sans prétention de guérison. À tous ces montants, il faut ajouter les dépenses collatérales, telles que les frais d'hospitalisation, de nourriture, de transport, d'hébergement et autres.
Et s'il y a résistance à la chimiothérapie, il faut passer à de nouvelles thérapeutiques, des traitements qui peuvent coûter jusqu'à 3 millions de francs CFA. Le tout nouveau centre de radiothérapie du CHU de Cocody, inauguré le 18 décembre dernier, va permettre dans une certaine mesure d'amoindrir les coûts du traitement du cancer. Il a une capacité de prise en charge de 320 à 400 patients par jour et sera bientôt fonctionnel. Le cancer constitue la deuxième cause de décès dans le monde. Un décès sur 6 lui est imputé selon l'OMS. En Côte d'Ivoire, ce sont 16 000 à 20 000 nouveaux cas de tout type de cancer qui sont enregistrés chaque année. Traitement de longue durée, coûts élevés. Pour les cancérologues, les efforts de lutte contre les cancers doivent se concentrer sur le dépistage et la prévention. La 12e édition de l'opération Grand Ménage a eu lieu samedi 3 février, un an après le lancement de cette opération à Nono dans la commune de Cocody. Le ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable a dressé le bilan de cette opération. Pour Anne-Désirée Ouloto, le bilan est satisfaisant, même si des efforts restent à faire. Grâce Kando pour le reportage. 12 mois que l'opération Grand Ménage a été lancée. Cette action gouvernementale vise, entre autres, à donner fière allure aux villes et aux communes du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays à travers des actions de salubrité. Les églises de Williamsville, les églises évangéliques, se sont mis ensemble. Nous avons balayé et nous avons ramassé dans les sachets poubelles et qui sont enlevés en même temps par les tricycles. Nous avons appelé tous les propriétaires du quartier et les faire comprendre la nécessité vraiment de voir notre quartier beau, un cadre de vie assez agréable. Le propriétaire paye les pots de peinture et la jeunesse vient faire la peinture gratuitement, sans prendre 5 francs. L'opération Grand Ménage se tient chaque premier samedi du mois. L'objectif est d'exhorter les populations à adopter des gestes éco-citoyens pour assainir leur cadre de vie. La ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable fait le point. Nous avons invité les Ivoiriens à avoir de bonnes pratiques, à refuser de jeter les déchets ça et là, à refuser de jeter les déchets dans les caniveaux. Nous avons invité les concitoyens à travers le Grand Ménage à s'engager pour le ravalement des façades de leurs bâtiments, de leurs lieux de travail. Et vous avez vu que toutes ces initiatives, pendant cette année, ont été entendues par les populations, d'autant plus qu'il y a eu de nombreuses actions. Malgré ces avancées enregistrées, il y a tout de même des poches de résistance. Il y a de nombreuses faiblesses, il y a de nombreuses attentes qui n'ont pas trouvé de réponse. Il y a des points de déception par moment. Mais de façon globale, je crois qu'il faut féliciter les Ivoiriens. Et dans les jours à venir, à Abidjan et dans les chefs-lieux de région, des consultations seront organisées avec les collectivités, avec le corps préfectoral, en invitant toutes les cibles de notre société pour écouter les populations. Comprendre pourquoi il y a quelquefois peu d'adhésion. En cas d'insalubrité causée par des personnes dans le domaine public, le code pénal prévoit des amendes. Pour de tels comportements, c'est rare qu'il y ait des dispositions qui nous amènent à l'application des peines de prison. Donc c'est des amendes. Et ces amendes sont infimes, 1 000 francs à 10 000 francs. Le ministère de la Salubrité est décidé à en finir avec l'insalubrité sur le territoire ivoirien. Il compte s'armer davantage pour faire face à ces poches de résistance. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de semaine à tous et à toutes. Merci Maï. Merci Maï Sako. Allez, on vous retrouve demain pour un autre bulletin d'information. Bien sûr, tout à fait. Et pour la suite de la journée, vous allez où? On verra bien. Le 23h Non, pas de 23h. Okay. Pas de 23h. Mais demain, profitez pour bien vous reposer. Merci. Allez, on part tout de suite à Cannes, à quelques mois du 71e festival de cinéma où les pelleteuses ont pris possession de la croisette pour refaire la plage et l'agrandir pour les baigneurs. Au petit matin, sur une plage de Cannes, cet étrange chantier. Du sable amené par bateau et projeté par canalisation. Objectif, doubler la largeur des plages de la Croisette sur plus d'1 kilomètre. Le défi technique, c'est de réussir à contenir un apport massif
C'est-à-dire que le bateau réussit à nous amener 5000 tonnes en une seule heure de rejet. Donc il faut savoir le gérer sur place. L'avantage par contre de cet apport maritime, c'est l'économie du nombre de camions qui nous transportent le sable jusqu'aux plages. C'est-à-dire qu'on économise, chaque bateau économise 200 camions, 200 tours de camions. Ces plages de sable blanc sont nées avec le festival de cinéma au début des années 60. Créées de toutes pièces pour attirer les touristes et protéger la route des coups de mer. Aujourd'hui, la mairie veut moderniser son principal atout. La ville de Cannes a lancé l'année dernière les appels d'offres pour réattribuer les lots de plages privées et ils ont été attribués en décembre 2017. Et à partir de septembre 2018, après la saison estivale, les plagistes détruiront leurs plages actuelles et les reconstruiront conformément au décret plage, tout en étant extrêmement qualitatifs. Pour cette opération, chaque restaurant de plage devra investir en moyenne entre 800 000 et 1,5 million d'euros. Pour la plupart des restaurateurs de luxe de la Croisette, c'est l'occasion de faire peau neuve. Il n'y aura plus rien. La partie structure sera plus petite, elle sera en bois. Ici, ça sera surélevé de 40 cm. Il y aura un parquet en bois, il n'y aura plus de toiture, il n'y aura plus de store, il n'y aura que des parasols. Et avec des nouvelles tables, des nouvelles chaises qui correspondent au cahier des charges qui a été fait par la mairie. Mais tous les plagistes ne sont pas ravis. Les propriétaires de Bijoux Plage n'ont pas décroché l'appel d'offres. Ils ont à nouveau candidaté, mais craignent de voir le restaurant qu'ils tiennent depuis 30 ans disparaître à jamais. Si c'est nous, on va essayer de remettre des petites choses, des petites bases et que les gens s'y retrouvent dedans. Mais si c'est quelqu'un d'autre, tout ça est complètement détruit. Quelque chose d'autre est complètement recréé et ce lieu n'existe plus. Ce qu'il y a eu avant, les 30 ans qui sont passés, même les 50 ans, parce que ça remonte, il y a eu des familles avant nous qui ont tenu Bijoux Plage. Ici, ça a été le fief pendant des années de la famille Sardou aussi. Voilà, donc si vous voulez, tout ça, ces souvenirs-là, ça n'existe plus. Le Festival de Cannes ouvrira ses portes le 8 mai. D'ici là, la Croisette sera prête, mais jusqu'à quand? Certains craignent que l'érosion, qui grignote peu à peu les plages cannoises, ne vienne rapidement gâcher la fête. Oui, salutations spéciales à notre monteur, très cher Cissé Ibrahim, pour tous ces éléments que nous avons et qui nous permettent quand même de rythmer et d'aérer cette émission. Merci en tout cas d'être sur Matin Bonheur, jusqu'à 7h30. Dans quelques secondes seulement, nous aurons le grand plaisir d'être en compagnie d'une des plus grandes journalistes de sa génération, tant au féminin qu'au masculin. Agnès Crédit traverse le temps avec sa plume acerbe, avec vraiment son charisme. Et c'est un grand bonheur de la voir sur le plateau de Matin Bonheur. Elle va parler avec Gabriel Zani de la promotion de la femme dans les médias. Matin Bonheur via Instant Vérité. Agnès Crédit est tout à vous. Bonjour à tous et à tous. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve dans Instant Vérité. Dans l'agriculture, en entreprise, les Ivoiriennes ne sont guère bien loties. La scène politique reste largement dominée encore par les hommes. Dans les médias, le tableau est beaucoup plus sombre. Injustice, négligence, les femmes sont-elles invisibles dans la société? Le REF JPCI dit non. Le réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication veut changer la donne. En 4 ans d'existence, 4 ans donc de sensibilisation, mais toujours rien. Les femmes sont encore à la traîne. Mesdames et messieurs, pour en parler, nous recevons sur le plateau de Instant Vérité Agnès Crédit, journaliste et écrivaine, présidente du réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication de Côte d'Ivoire, REF JPCI. Bonjour Madame Crédit. Bonjour ma chère Gabrielle. Bienvenue à Instant Vérité. Agnès Crédit, la lutte pour la promotion de la femme qui se cherche une place au soleil, est-ce que ce n'est pas un vieux sujet? J'aime bien le sujet, la femme qui se cherche une place au soleil. Comme d'ailleurs l'homme qui se cherche aussi une place au soleil. Vieux sujet parce que la société elle-même est vieille, vieux sujet parce que notre société est formatée par une approche, je dirais pas misogyne, mais dans une perception qui installe la femme à la périphérie de la cité. Et ça, c'est une réalité. Au dernier sommet de l'Union africaine qui s'est tenu donc, il y a quelques jours à peine, l'enjeu a été pour eux, par rapport à nos chefs d'État, de voir comment on pourrait atteindre en 2020 l'objectif d'une
d'un positionnement minimal des femmes à un taux de 30%. On est vraiment à la traîne. Et ça, c'est la Côte d'Ivoire, mais c'est l'Afrique. Et c'est aussi le monde. Il ne faut pas être étonné qu'on soit en Europe ou aux États-Unis. La situation est presque la même. Est-ce que le sujet n'est pas dépassé? Est-ce qu'on ne peut pas être dépassé? Pas toujours en train de reprendre les mêmes choses. Peut-être parce que les choses n'avancent pas. Il faut peut-être... La répétition est pédagogique. Il faut peut-être répéter, en parler, continuer à en parler pour que les choses bougent. On ne peut pas, dans un pays comme le nôtre, qui est composé à 48% de femmes, ou peut-être 50% de femmes, il suffit de bien regarder autour de nous, on ne peut pas donc comprendre qu'une moitié de la population soit maintenue à l'écart de l'évolution de la société. Ce n'est même pas possible, ce n'est pas acceptable, mais c'est une réalité. Alors pour quelque chose de nouveau, Agnès Grédy, qu'est-ce que le REF JPCI apporte de nouveau à cette lutte-là? Apporte de nouveau, c'est le fait que nous soyons un instrument au sein du monde des médias. Les médias, qu'on le veuille ou non, ont un impact réel en tant que transformateur social, mais aussi en tant que réflecteur de la société. Qu'est-ce que votre réseau apporte de nouveau? Déjà, notre existence. Exister, déjà, c'est une nouveauté. Et c'est dans un monde comme le nôtre, qui est le monde des médias, où il y a plus d'hommes au poste de décision que de femmes, c'est aussi de la nouveauté. Réfléchir ensemble, se former, accompagner les femmes, mais surtout rendre les autres femmes visibles, parce que le réseau est un instrument de formation pour les femmes journalistes, pour les femmes de la communication, mais aussi un instrument au service de la visibilité des femmes dans la société ivoirienne. Donc, un instrument au service de la visibilité des femmes dans la société ivoirienne. Alors, depuis donc la création de votre réseau, permettez-moi de vous poser une question très directe. Allez-y. Qu'est-ce qui a changé au niveau des médias en ce qui concerne le traitement de la femme? Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Vous savez, le réseau n'est pas un syndicat. C'est un creuset de rassemblement des femmes des médias qui crée un espace pour se retrouver, bâtir une solidarité et se former. À côté de ça, le réseau accompagne les femmes dans les autres organisations, dans les réflexions, dans les luttes qui sont aujourd'hui engagées. Le réseau a été en 2015 au cœur de la présidentielle, en travaillant avec d'autres organisations féminines justement pour former les femmes, faire participer les femmes aux élections et apporter donc la voix des femmes à cet instant important. Depuis quelques mois, avec des institutions internationales telles que le NDI, nous travaillons avec le ministère de la Femme justement à une loi sur la parité qui est en cours certainement d'être adoptée parce que Madame la ministre de la Femme y tient et que notre pays pourra donc atteindre au moins à travers un instrument. Combien de femmes avez-vous formé? Combien de femmes suivez-vous? Combien de femmes, je ne sais pas, vous encadrez? La Côte d'Ivoire, donnez-nous un chiffre. Aujourd'hui, un chiffre tout simple. Dans le monde des médias, nous avons 587 journalistes enregistrés donc en 2016-2017. Sur ces 587 journalistes, vous avez 168 femmes. Sur les professionnels de la communication, nous avons 234 professionnels de la communication et donc 56 femmes. Donc déjà, en termes de chiffres, nous sommes minoritaires. Une minorité qui est là et qui est visible, mais une minorité en termes de représentativité dans les instances de décision dans les médias. Or, vous savez comme moi que lorsque dans les médias, on n'est pas dans l'espace de décision, on a du mal à influer sur les contenus des médias. Donc pour l'heure, nous avons organisé des formations sur les questions de genre avec les hommes et les femmes, parce que les questions de genre, ce n'est pas qu'une question de femmes, c'est aussi l'équilibre social. Nous avons organisé des formations sur l'écriture journalistique pour des consoeurs. Nous avons... Allez-y. Oui, vous savez... vous voyez, en fait... Je vois très bien, le sujet, c'est la promotion de la femme. Alors, qu'est-ce que vous avez fait exactement en termes de promotion? Est-ce que le REF JPCI que vous dirigez a permis à tel nombre de femmes d'évoluer, d'accéder à un poste de responsabilité? En fait, c'est ça la question. La question, et ma réponse est toute simple. Nous ne sommes pas un syndicat. Nous sommes un espace de réflexion, un espace d'action, un espace de formation. Donc, après, le parcours individuel des unes et des autres dépend après à la fois des rédactions, des personnes elles-mêmes. Mais ce que je vous dis, c'est qu'en même temps que nous nous formons, nous accompagnons, nous réfléchissons, mais l'idée derrière... Mais vous faites aussi du lobbying auprès des hommes. Mais absolument, le lobbying se fait. Mais je dis, dans ce métier, vous le savez mieux que moi, la promotion, l'accompagnement, c'est à la fois une décision interne des rédactions, une décision des patrons de presse. Et vous voyez, le nombre de femmes patrons de presse, il n'y en a qu'une seule. Voilà, il n'y a même pas de femmes d'épée. Si, il y en a quand même une seule. Combien? Il n'y en a pas beaucoup. Une seule. Alors, femme présidente. Est-ce que finalement, la solution à la marginalisation de la femme, ce ne serait pas que les femmes se lèvent et travaillent? Mais les femmes travaillent, Gabriel. Elles ne font que ça. Aller sur les marchés, les femmes ne font que ça. Aller dans les écoles, les femmes aller dans les hôpitaux, les femmes travaillent. Justement, elles représentent, je me dis, 80% de la force de production, mais elles ne gagnent qu'à peine peut-être 5% de la rentabilité par rapport à la production à laquelle elles participent. Le vrai problème, c'est la répartition de la richesse, c'est le positionnement des femmes. Aujourd'hui, on vous dit simplement que l'UA est obligée de se pencher en disant qu'il ne cherche qu'à atteindre 30% d'un seuil minimum de femmes aux instances de décision. Je parle de l'Union
africaine. Mais un pays comme le Rwanda est classé 4e mondial en termes de respect de parité de genre. Alors, comment c'est possible ailleurs et comment ce n'est pas possible chez nous? La question, alors donc ça veut dire que si c'est possible ailleurs et que c'est une décision politique. C'est une décision politique, mais vous devez y participer. Alors donc vous et moi, c'est ce que nous faisons tous les jours d'ailleurs. Le reste du PCI finalement prêche dans le désert. Mais non, pas du tout. Mais non, pas du tout. La preuve, on en parle tous les jours. On ne prêche pas dans le désert, je veux dire. Il n'y a pas de solution définitive à des problèmes de société puisque la société elle-même est en évolution de manière permanente et que les changements apportent d'autres changements. Une société, aujourd'hui, l'évolution est là, c'est que nous pouvons en parler. La télévision autorise l'espace existe, on en parle. Mais oui, allez-y. Non, allez-y. Donc, ce n'est pas prêcher dans le désert, c'est toujours en parler pour que les gens comprennent que cette société ne peut pas évoluer sans les hommes. La Banque mondiale a publié un rapport récemment intitulé « Et si l'émergence était une femme en Côte d'Ivoire ?» On ne peut pas continuer à travailler comme si les femmes n'existaient pas, comme si elles ne pesaient pas, comme si elles ne pouvaient pas influer la société. Les femmes existent. Alors, comme les femmes existent, Madame Crédit, vous avez été la première femme rédactrice en chef du quotidien Fraternité Matin. Depuis plus rien. Plus rien par rapport quoi? À des femmes? Oui, mais non, par rapport à vous-même. Comment ça, depuis plus rien? C'est-à-dire quoi, depuis plus rien? Oui, on s'attendait peut-être à une nomination possible. Mais oui, mais écoutez, vous savez... Donc, qu'est-ce qui coince? Rien ne coince. Je suis une journaliste, je continue de faire mon travail de journaliste. Un journaliste, c'est pas être nommé qui est important, c'est être capable de travailler. Mais c'est aussi accéder à des postes de responsabilité pour essayer de pousser d'autres femmes, n'est-ce pas? Mais non, mais je ne pense pas. Je crois qu'en fait, notre métier de journaliste nous exige une seule chose, avoir la capacité de pouvoir produire toujours du contenu pour permettre à nos lecteurs et à nos lectrices d'être informés. Après, les titres, ce ne sont que des nominations. Les titres, pour moi, ne sont pas forcément des questions de compétences. C'est des questions de besoins stratégiques et de besoins politiques maintenant. Quand l'acteur politique ou le décideur public a besoin de telle personne, le décideur public nomme cette personne. Pour le moment, il n'y a pas besoin de nommer. Comment pouvez-vous expliquer le fait que les femmes n'ont pas le pouvoir dans les médias? Comment expliquez-vous cela? Parce que déjà, les médias sont à 98% le reflet de la société ivoirienne, les sociétés africaines, une société machiste, une société d'hommes, où les hommes décident, où les hommes influent. Or, vous savez que l'information est un instrument de pouvoir. Et tout ce qui est pouvoir n'est pas donné, il est pris. Il est conquis. Et je me dis, pouvoir conquis, nous allons bientôt aller à des élections importantes dans notre pays. Et je lance juste un seul appel aux femmes. Et tout à l'heure, je vous poserai une question très directe par rapport à cela. Et je demande juste aux femmes une seule chose en Côte d'Ivoire, allez voter pour des femmes ou voter pour des hommes sensibles au genre. Nous avons bientôt les législatives, les municipales, nous avons bientôt les conseils régionaux, nous aurons bientôt les sénatoriales. Je pense que les femmes ivoiriennes ont l'occasion de sanctionner les partis qui ne font pas la promotion des femmes. Il faut donc y aller franco, voter pour les femmes. Il y a aussi un fait, c'est vrai qu'on indexe souvent, on dit que c'est une question de volonté politique, manque de volonté politique. En plus, oui. Ce sont peut-être les hommes qui sont au pouvoir. Mais il y a un fait, c'est que quand les femmes sont aux affaires, elles ne font pas la promotion du genre. C'est-à-dire quoi? Quand vous étiez rédactrice en chef, combien de femmes avez-vous poussé? Mais vous savez, Gabriel, vous posez une question à laquelle vous connaissez déjà la réponse. Quand on est dans une rédaction, ce n'est pas nous qui décidons. Un rédacteur en chef, il est le chef d'orchestre d'une rédaction. Il met en branle son équipe pour travailler et produire du contenu de qualité. C'est tout. Après, nommer des personnes à des postes de décision dans les rédactions n'est pas le fait du rédacteur en chef, ni de la rédactrice en chef. Il s'agit donc du directeur général, là, qui prend les décisions. Et ce n'est pas à notre niveau, c'est au niveau des patrons. Et les patrons, ce ne sont pas des femmes. On a posé des questions aux hommes. Ils disent que les femmes n'aiment pas pousser les femmes. Vous savez, le discours... Ce sont les hommes qui l'ont dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Les femmes n'aiment pas pousser les femmes. Vous finissez par porter ce discours qui nous complexe. Et je refuse d'assumer ce discours-là, qui est un discours faux, qui est un discours construit pour nous mettre dans une situation de fragilité en disant, vous voyez, les rivales, ce ne sont pas nous, hein, ce sont vous les hommes, les femmes qui êtes en rivalité. Mais c'est faux. C'est pas vrai. Mais si la femme n'a pas le pouvoir de décider, comment vous voulez qu'elle nomme une autre femme? Et puis l'idée pour moi n'est pas de nommer des femmes pour nommer des femmes. Il faut nommer des personnes compétentes. On dit toujours à compétence égale. Je peux faire prendre une femme, c'est vrai. Parce qu'en plus de la compétence, elles ont toute la féminité et la générosité qui leur permet justement de penser société, de penser solidarité, de penser famille et de penser groupe et communauté. D'accord, Madame Crédit. On va continuer de parler de la femme juste un instant. Alors, nous sommes à un moment assez important de cette émission et nous allons passer à la pub. En Côte d'Ivoire, les véhicules de transport mal entretenus et vieillissants sont les principales sources de pollution de l'air dans les grandes villes. Chers transporteurs de Côte d'Ivoire, disons non à l'utilisation des automobiles polluants et veillons à l'entretien de nos véhicules afin de préserver notre santé et offrir un environnement sain à nos populations. Les transporteurs de Côte d'Ivoire disent non en chœur. Stop aux véhicules polluants.
Ceci est un message du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Infoline 2021 1856. Alors, mesdames et messieurs, de retour dans Matin Bonheur et vous êtes dans Instant Vérité. Nous sommes toujours avec Madame Agnès Crédit, journaliste et écrivaine, et nous parlions à l'instant de la promotion de la femme. L'ennemi de la femme, ce n'est pas la femme? Mais vous soutenez? Pas du tout. L'ennemi de la femme, ce sont les personnes de la société tout entière, je pense. Ce sont ses perceptions, ce sont ses convictions, ce sont ses croyances, ce sont ses cultures qui enferment la femme dans une espèce de second rôle d'accompagnateur ou d'accompagnatrice de l'homme. Je pense que c'est la société qui est formatée comme ça, mais ce n'est pas la femme qui est l'ennemi de la femme. Je crois que ce sont des discours, ce sont galvaudés, des constructions qui sont là pour nous mettre dans des situations de complexe. Madame Crédit, quelle est donc votre recette pour faire reculer les rapports de domination hommes et femmes? Les recettes sont de plusieurs types. Il y a les recettes liées à nos croyances, à nos convictions, à nos cultures qui sont plus résistantes, qui sont à la fois des recettes à vraiment concevoir de manière plus fine pour y arriver. Mais il y a aussi les recettes légales que l'État met à notre disposition. La Constitution ivoirienne de 2016 a prévu de manière spécifique 3 articles destinés à prendre en charge les questions liées aux femmes. Nous avons l'article 35, l'article 36, l'article 37. Et là, il est question de parité hommes-femmes dans le monde de l'emploi, mais il est question pour l'État de promouvoir les droits politiques des femmes. C'est qu'il y a un problème. Quand un État décide à un moment donné, en 2016, d'intégrer dans sa Constitution ces questions liées à la parité aux gens, c'est que l'État reconnaît qu'il y a un vrai problème de mise à l'écart de la femme. Et donc, vous comprenez que... Voilà. Alors, s'il y a un problème de mise à l'écart de la femme, les femmes, on n'a pas forcé, on n'a pas interdit aux femmes de pouvoir se présenter à des postes électifs. Alors, dites-moi, bientôt ce sont les régionales, vous avez dit tout à l'heure, les sénatoriales et tout cela. Est-ce que vous êtes candidate à ces élections? Mais non, parce que je suis journaliste et que je suis censée être neutre. Non, on peut être journaliste. Non. On peut être journaliste. Quand je serai candidate, je vous le dirai. Donc, il me faudra d'abord démissionner de mon poste pour faire ça. Pour le moment, je n'ai pas démissionné, donc je ne peux pas être candidate à une élection quelconque. Ça me plairait bien, mais je dis accompagnons celles qui ont la capacité de le faire. Accompagnons celles qui ont l'ambition de le faire. Soutenons celles qui veulent le faire. Et je dis encore, j'invite les femmes à voter pour les femmes et j'invite les femmes à sanctionner les partis politiques qui n'auront pas mis beaucoup de femmes sur les listes de candidature. Mais pourquoi vous mettez un accent particulier sur les partis politiques? Parce que c'est là. Ce sont eux qui désignent les candidats. L'influence des partis politiques dans notre pays est très importante. Et d'ailleurs, je dénonce le fait qu'on soit capable de comprendre qu'il faut financer les partis politiques. Et là, l'argent est asexué. Quand il s'agit de prendre l'argent pour les financer, l'argent n'a pas d'origine ni de sexe. Mais quand il s'agit de choisir des candidats, là, effectivement, les femmes sont minoritaires. Et vous verrez encore très bien sur les listes, bientôt très peu de femmes. Mais je finis, j'aime bien toujours rappeler ce que disait un philosophe chinois, un grand penseur, Confucius, que nous connaissons tous. 5 siècles avant Jésus-Christ, il disait ceci: la société humaine est comme un oiseau, avec ses 2 ailes, l'une masculine et l'autre féminine. Il ne peut voler que si ces 2 ailes sont développées de manière égale. Donc la Côte d'Ivoire serait une société comme un oiseau, avec une aile développée et l'autre atrophiée. Vous voyez pourquoi l'émergence pour nous ne peut être que si les femmes elles-mêmes sont prises en compte. Non. La société ivoirienne ne pourra être une société émergente que si elle se rappelle de cet oiseau avec ses 2 ailes développées de manière égale. Autrement, nous n'irons nulle part. On va toujours marcher avec un handicap qui nous empêchera de nous élever. L'émergence de la Côte d'Ivoire va tenir contre des femmes. Non, sera femme ou ne sera pas, c'est différent. Alors, Madame Agnès Crédit, voilà, nous sommes donc pratiquement à la fin de cette rubrique. Donc, les femmes dans les médias, dans la majorité des cas, sont souvent obligées de négocier des parcelles de postes pour se faire un nom. Hein. Dans les médias, quand nous avons de la chance, je dis, nous avons l'avantage dans notre métier, par notre métier, de nous affirmer. C'est quand même plus facile dans les médias d'évoluer qu'ailleurs. Dans l'administration, c'est de la promotion et de la nomination. Dans les espaces politiques, c'est de la promotion et de la décision politique. L'influence du décideur est encore trop grande. Alors que dans les médias, on doit pouvoir se construire nous-mêmes une carrière. Une bonne journaliste, un bon journaliste est presque asexué, je dirais. Quand on est bon dans le traitement de l'information, le lecteur, le téléspectateur ou l'auditeur ne cherche même pas à voir de quel sexe nous sommes, bien au contraire. Il cherche juste un bon ou une bonne journaliste. Et là, je crois que la chance est permise parce que ce métier ne demande qu'une seule chose, de la connaissance, de la culture, de la disponibilité et de l'engagement et de la conviction. Et comme dans tous les métiers, c'est vrai, mais celui-ci est un métier qui appartient aux femmes. Et je pense qu'il y a beaucoup de chance pour les femmes de s'en sortir. D'accord, donc le journaliste est un métier
Le journalisme, pardon, qui est un métier qui appartient aux femmes. Appartient aux Alors, femmes. Madame Agnès Créti, merci beaucoup d'être venue sur le plateau de Instant Vérité. Le rêve JPCI dont vous êtes la présidente veut que cela change. Il faut que la femme, la société compte avec les femmes. Alors, merci d'être venue sur le plateau de Instant Vérité, nous apporter ces éclairages. C'est la fin donc de cette rubrique Instant Vérité. Mais Matin Bonheur continue avec Nessie et Marco. Merci Gabriel Zani, vous êtes toujours en direct de Matin Bonheur et à l'instant c'était Instant Vérité qui recevait la présidente du réseau des femmes journalistes pour l'égalité. Vous voyez, dans cette émission, on fait la promotion de tout, du genre notamment. Et également, aujourd'hui, dans la rubrique économie, on fera la promotion de l'aquaculture avec un expert, un spécialiste en élevage de poissons. C'est maintenant, juste après le jingle. L'aquaculture, pour moi, est l'élevage des poissons. L'élevage des poissons. L'aquaculture, c'est l'élevage des poissons. L'aquaculture est un terme utilisé pour qualifier la culture d'organismes aquatiques, poissons, algues, crustacés, mollusques, dans les bassins, rivières et étangs. Pratiqué depuis plusieurs années en Asie, ce système de domestication des ressources marines connaît un essor considérable à l'échelle mondiale depuis une trentaine d'années, notamment dans les pays en voie de développement. Commencer à élever les poissons avec au moins un petit éleveur comme moi, il faut au moins 500 000. Et tu payes les alevins pour mettre. C'est l'aliment qui coûte en fait un peu cher, mais on a essayé de cesser les aliments terre à terre ici pour les nourrir. Maintenant on paye les aliments industriels là aussi pour les nourrir. J'ai commencé à faire la pêche, ça fait au moins 15 ans que je suis dans la pêche. Bon, effectivement, la pêche que je fais, ça va. Par jour, je peux gagner au moins 15 000, il y a des jours, je gagne 30 000 par jour. C'est de ça que je vis à ma famille et mes enfants. Aujourd'hui, j'ai réussi à construire. Oui, ça nous permet d'avoir l'argent parce que l'élevage des poissons, il faut dire que c'est très bon, mais c'est les moyens qui comptent. Si tu as beaucoup de moyens, tu peux agrandir ta ferme et avoir beaucoup d'argent. Mais avec ce qu'on a déjà, ça nous permet de vivre. Avec la récession économique et les crises aussi bien sociales qu'économiques qui en découlent au niveau de certains pays africains, les conditions de vie sont devenues difficiles et les femmes, comme les hommes, peinent souvent à trouver un emploi. Cependant, aujourd'hui, dans certaines localités de la Côte d'Ivoire, de plus en plus d'intérêt est suscité au niveau des métiers liés à l'aquaculture. L'élevage de poissons, la pêche, la commercialisation de poissons permettent à bon nombre de personnes de bien gagner leur vie. Je pense que l'aquaculture est un secteur porteur dans la mesure où elle permet d'augmenter l'économie ivoirienne et puis elle permet aussi de remplir les poches des personnes qui la pratiquent. C'est un secteur porteur parce que ça peut, pour celui qui est dedans, que ici il prend ça au sérieux, ça peut l'apporter quelque chose. Je crois que l'aquaculture est un secteur porteur parce que ça permet d'avoir des emplois. Ça permet d'être autosuffisant. L'économie ivoirienne, autrefois essentiellement basée sur l'agriculture avec des performances remarquables en production végétale et en culture vivrière, a toujours présenté des déficits en production animale, d'élevage et en production halieutique. L'aquaculture est une source vitale de protéines animales pour l'homme. Elle peut être une ressource économique très importante pour le pays. Elle est un secteur de création d'emplois, un vecteur de lutte contre le chômage et la pauvreté. Par ailleurs, l'augmentation de la population humaine s'accompagne de besoins alimentaires croissants. Il apparaît donc clairement que l'un des très grands enjeux du siècle est la diminution des ressources naturelles disponibles par rapport aux besoins des êtres humains. Des initiatives doivent donc davantage être prises pour promouvoir l'aquaculture en vue de satisfaire la forte demande de poissons de consommation domestique et d'en limiter l'exploitation. Voilà, 7h08 partout en Côte d'Ivoire. Merci d'être sur RTI 1 en direct. On est très heureux de pouvoir vous réveiller et j'espère que le réveil se passe très bien. Nous, chez nous, à Matin Bonheur, le réveil le matin du lundi, c'est en économie. Et pour ce thème d'aujourd'hui, nous avons l'aquaculture, investir dans l'aquaculture. Quelle rentabilité, au fait, chaque lundi, on explique un peu dans quel secteur on peut avoir de l'argent, tout ça. Donc, Nessie prend beaucoup de notes parce qu'elle veut être très riche. Ça va, Nessie? Oui, et okay. C'est pas que Nessie. Hein. Beaucoup de téléspectateurs prennent bien note parce elle aime le blé. Alors, nous recevons avec beaucoup de plaisir le colonel Patrick Mongomé Ngolé, c'est cela? C'est bien cela. C'est bien cela. Vous êtes colonel de à la retraite de l'armée de l'air. C'est un grand plaisir de vous avoir. Alors, quel est le plateau technique de l'aquaculture dans notre pays? Ça représente combien de personnes, combien de francs CFA, de millions, de milliards? Bon, dites-nous tout.
mon colonel? Bon, écoutez, dans ce domaine de l'aquaculture, vous savez, c'est au niveau de la production du poisson, il faut prendre la pêche industrielle et puis l'élevage du poisson. Au total, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons à peu près 100 000 tonnes de poissons qui sont produits, tant au niveau de l'aquaculture qu'au niveau de la pêche industrielle. 100 000 tonnes? Oui. Ce n'est pas négligeable. Voilà, ce n'est pas négligeable. Absolument. Et cela ne représente que le tiers de la consommation de poissons pour la Côte d'Ivoire. Surtout qu'il y a beaucoup d'exportations. Voilà, disons, sur 100 000 tonnes de poissons produits localement, on importe en moyenne 368 000 tonnes de poissons congelés, frais. Voilà. Donc, la consommation de poissons tend à s'élever, elle est en croissance. Et puis, donc, vraiment, on peut dire que l'aquaculture, qui est l'élevage de poissons dans des cages ou bien dans des étangs, a de l'avenir pour notre pays parce que le besoin en poissons est de plus en plus élevé. Alors, quand on décide de se lancer dans l'aquaculture, alors quelle est la première chose à faire? L'aquaculture, pour les nuls que nous sommes, quelle est la première chose à faire? D'abord, il faut savoir où vous voulez faire l'élevage de poissons. On peut faire l'élevage de poissons en lagune. On peut faire l'élevage de poissons en terre ferme avec des retenues d'eau qu'on crée à partir des sources d'eau. Et il faut avoir des sources d'eau non tarissables, de sorte que nous puissions avoir en permanence de l'eau dans nos étangs. Donc, en fait, la première des choses à faire, c'est d'identifier un endroit où vous êtes en mesure d'assurer justement cette activité. Voilà. Et donc, pour nous qui sommes dans la zone forestière, et en particulier dans la zone d'Abosso, où il y a beaucoup, le relief est très accidenté. Ces reliefs accidentés, vous voyez des montagnes, des bas-fonds, et puis des cours d'eau un peu partout. Donc là, c'est une zone très propice au développement de l'aquaculture. Voilà. Et cette caractéristique de la zone d'Abosso se retrouve en zone forestière, peut-être à l'ouest, par exemple, et même dans le sud-ouest et tout, partout où il y a de la forêt, où il y a la montagne, on peut avoir des sources d'eau qui peuvent permettre de créer des étangs et faire l'élevage de poissons. Donc, il faut identifier le lieu où on peut faire cet élevage. Mais est-ce que tous les étangs sont propices aux différentes variétés de poissons? Non, bon, ici, en Côte d'Ivoire, pour l'élevage de poissons dans la zone rurale, notre spécialité, c'est plutôt le tilapia, que vous connaissez tous, le poisson à la braise qu'on fait. Bon, voilà. Et c'est ce poisson-là. Et puis, il y en a qui font un peu de silure. Voilà. Voici les deux types de poissons qu'on fait essentiellement, quelquefois un peu de macharon. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un label ivoirien? Je sais qu'il y a les trucs de Guessabo, à Guessabo, par exemple, le tilapia, je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a un label Made in Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a des poissons qu'on a en Côte d'Ivoire qui sont vraiment estampillés, qui montrent quand même que la Côte d'Ivoire est un label dans ce domaine-là? Bien, moi je dirais que ce que moi je fabrique, ce que je produis, a un label, parce que mon poisson a un très bon goût. Qui est fou? Ah bon, voilà. Maintenant, le problème qui se pose, la consommation locale est tellement importante que nous ne faisons pas d'exportation, enfin à ma connaissance. À ma connaissance. C'est-à-dire que ce que nous produisons dans l'aquaculture est entièrement consommé en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont très poissons. Ah ben oui, mais vous voyez un peu l'importation de poissons tilapia en provenant de la Chine. Ça, je ne vous l'apprends pas. C'est ce qu'on retrouve un peu dans les maquis. Vous voyez? Donc, le label dont vous parlez, ben, c'est possible qu'il y ait un label, mais pour vous dire la vérité... Parfois, ce qui vient de l'extérieur nous effraie. Il y a notamment eu des polémiques par rapport aux fameux poissons en caoutchouc, tout ça. Donc, votre présence sur le plateau va nous rassurer un tant soit peu par rapport à tout ce qu'on peut avoir dans nos assiettes. Bon, vous savez, en matière d'élevage, il y a des normes qu'il faut respecter en termes d'alimentation et de conditions d'élevage. Bon, il peut se faire que s'il n'y a pas de contrôle, des gens peuvent être tentés de donner n'importe quoi à manger aux animaux, et en particulier aussi les poissons, pour les faire grossir. Ça, c'est possible. Mais est-ce qu'il y a un contrôle ici en Côte d'Ivoire? Ah ben oui, il y a un contrôle, puisque le ministère des Ressources halieutiques a des structures d'encadrement qui aident les jeunes pisciculteurs à mener cette activité. Donc je pense que ce contrôle-là existe, mais la réalité sur le terrain, c'est autre chose. Quel est le créneau le plus rentable? Carpe, mâchoiron,
bon, c'est les carpes. Bon, c'est les carpes qu'on appelle tilapia. Ah oui, voilà. Voilà. Donc, les carpes sont plus rentables parce que leur croissance est plus rapide. D'accord. Bon, voilà. Et puis, le silure aussi, c'est aussi intéressant, mais ce n'est pas très prisé. Voilà. Dans nos cultures. Bon, par exemple, au Nigeria, ils consomment beaucoup de silure, mais en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas, c'est pas beaucoup demandé, mais c'est du poisson. Là, vous parlez de silure. Hein, de silure, oui. Mais on associe ça souvent à des choses mystiques. Voilà. Mais je sentais que vous vouliez éviter les Voilà. Mais le silure est un bon poisson. Oui, c'est un bon poisson. Voilà. Quand il est fumé, il est très bon. Il est très bon. Si moi, par exemple, on veut faire... On veut se lancer, on veut se spécialiser dans la carpe. Est-ce qu'on est sur le bon créneau? C'est plus porteur? C'est plus porteur. Ça sort vite? C'est plus porteur. Et il y a différents types de carpes aussi. Oui, il y a différents types de carpes. Mais, bon, quand vous allez dans la lagune, on vous dit des carpes rouges, des carpes blanches et tout ça. Mais la variété qui est propice à l'élevage en milieu rural, surtout. Parce qu'en milieu rural, ce qui est important à préciser, c'est que les moyens financiers sont limités. Et donc, de ce fait-là, il faut prendre une variété qui est beaucoup plus résistante et qui permet, bon, avec peu de moyens, de se développer et tout ça. Sinon, il y a plusieurs types de carpes. Et justement, quand on veut démarrer, on commence avec quoi? Avec les alevins ou on prend 2 poissons matures? Comment on peut les différencier? Bon, voilà. Le mâle et la femelle. C'est une question intéressante. D'abord, il faut creuser les étangs. D'abord. Et ça, c'est un problème important, c'est-à-dire qu'on ne se lance pas dans la production de poissons en faisant un trou. Non. L'étang, pour pouvoir l'aménager, il faut s'adresser à un spécialiste qui va regarder l'ensemble de l'espace où vous allez développer votre activité. Très important. Voilà. Et puis, lui, il va vous conseiller l'orientation qu'il faut donner aux pentes. Parce que quand vous avez creusé, que vous avez pu alimenter votre étang en eau, le jour où vous êtes amené à pêcher les poissons, il faut pouvoir vider l'étang. Et il faut le vider complètement. Il ne faut pas qu'il reste encore de l'eau dans le fond, comment on appelle, de l'assiette. Donc, vous vous adressez à un aménagiste qui va venir et il va vous dire, bon, avec ces appareils, il faut faire ceci, il faut faire cela, et vous creusez. Voilà. Et bon, ça, c'est la première étape. Ça, c'est la première étape. Ensuite, et puis, quand on n'a pas de gros moyens, on commence par creuser un étang. Vous avez le plan général du développement de ces étangs. Donc, vous commencez par un étang. Et la profondeur, bon, ça peut être à peu près 50 cm, 1 mètre de profondeur pour permettre aux poissons d'avoir de l'espace, du volume pour se déplacer. Et donc, une fois que vous avez creusé cet étang, et c'est ce que moi j'ai fait quand j'ai commencé, je suis allé chez un jeune frère qui était un ancien, il m'a donné des poissons femelles et des poissons mâles. Alors, pour être plus technique... Quelle variété, quel poisson? Le tilapia, comme je l'ai dit. Voilà, il m'a donné... Ça dit que les normes, c'est que vous prenez 100 poissons femelles pour 30 mâles. Et vous les mettez dans l'eau. Et puis, ils vont se reproduire. Au bout de 45 jours, vous avez des alevins. Et une fois que vous avez ces alevins, bon, ben, vous essayez de les retirer de l'eau et vous les mettez dans un autre étang pour les faire grossir. C'est ce qu'on appelle la phase de pré-grossissement. Et ça va durer à peu près 2 à 3 mois. Et quand ils ont atteint une certaine taille, maintenant, vous allez les trier. Identifier les mâles qu'on va faire grossir. Après combien de temps? J'ai dit 2 à 3 mois. 2 à 3 mois. Voilà. Donc, vous les triez et puis, bon, ben, vous mettez les mâles d'un côté et puis les femelles de l'autre côté. Parce que ce sont les mâles qui grossissent plus rapidement. Comment vous les différenciez? Ben, justement, ils ont, sous le ventre, là, voilà, ils ont l'organe génital comment on appelle, du mâle, se distingue de celui de la femelle. Voilà. Alors, mon colonel, on peut estimer à combien le coût d'investissement? On est en plein dedans, là. Bon, écoutez, ça, c'est relatif, puisque moi, je parle d'une activité en zone rurale. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui ne font rien et qui, à longueur de journée, traînent dans les rues et tout ça. Mais ils gagneraient justement à s'intéresser à cette activité qui, elle est coûteuse à terme, hein, mais on peut la réaliser progressivement. C'est-à-dire, pour faire un trou, on peut s'adresser à un spécialiste, mais soi-même, avec un peu de courage, on peut le faire. Donc, si vous avez peut-être 200 000, puisque
creuser le trou, hein, faire les étangs, c'est en moyenne les spécialistes qui viennent, c'est-à-dire les tâcherons, là, ils prennent 1000 francs le mètre carré. Vous voyez, 1000 francs le mètre carré. Donc, si vous voulez avoir un étang de 400 mètres carrés, il vous faut 400 000 déjà. Voilà. Et puis, une fois que vous avez fait cela, il faut acheter les alevins. Si vous pouvez trouver les alevins, en général, c'est 50 à 100 francs l'alevin. Voilà. Si vous avez un producteur d'alevins, vous allez les acheter. Et il faut dire que pour les 400 mètres carrés, il faut mettre en moyenne 2 à 2,5 poissons par mètre carré. Donc, en fait, pour les 400 mètres carrés, vous pouvez mettre 800 alevins ou 900 alevins. C'est concret, là. Voilà. Vous voyez? Donc, une fois que vous avez installé ça, maintenant, il faut les nourrir. Et ça, c'est la plus grosse difficulté. Ça, c'est un budget. Voilà, ça, c'est un budget. Donc, bon, l'aliment coûte cher. Et si vous voulez vous adresser aux fabricants d'aliments industriels, et je ne citerai pas les noms pour ne pas faire de la publicité, vous aimez surtout ça. Vous avez tout compris. Voilà, donc, mais c'est des aliments en granulés que vous pouvez acheter, ou bien en poudre, quand les poissons sont petits, les alevins. Et puis, bon, ou bien alors vous-même, vous achetez des intrants tels que les farines basses de riz, de blé, vous les mélangez avec la farine de poisson et un peu de vitamines, un peu de vitamines en poudre. Mais, et puis, vous faites la formulation et vous le donnez à vos poissons et vous les nourrissez. D'accord. Mais si on n'a pas suffisamment de moyens, par exemple, je prends l'exemple du chien. Il y a certaines personnes qui ont des chiens qui achètent la nourriture en conserve dans les grandes surfaces et tout ça. Il y en a aussi qui ont des chiens, mais qui leur donnent les restes de ce qu'ils mangent eux-mêmes. Est-ce qu'on peut faire ça avec les poissons? Bon, ça dépend de pourquoi vous faites l'élevage. Si vous le faites pour le vendre, alors il faut faire un effort pour leur donner à manger quelque chose de qualité. Maintenant, si c'est pour votre propre consommation, vous pouvez aller mettre des déchets dedans, dans l'eau, mais bon, ça ne vous garantit pas une croissance intéressante. Mon colonel, vous avez eu la chance, vous êtes un colonel à la retraite, par rapport à un jeune qui démarre, ce n'est pas la même physionomie. Non. Vous êtes d'accord avec moi? Non, pas du tout. Ce n'est pas la même physionomie. Est-ce que vous n'avez pas eu besoin de banque, tout ça? Parce que vous avez quand même un socle ou bien comment ça se passe? Vous savez, ça, c'est le gros problème de la Côte d'Ivoire en général. Ce n'est pas uniquement propre à la pisciculture. Vous savez, beaucoup de gens se lancent dans des activités agricoles et arrivés à un certain stade, quand ça prend de l'ampleur, ils ont besoin de financement. Et ça, c'est difficile. Il n'y a pas une structure financière qui vous prête de l'argent aussi facilement. Moi, je peux prendre mon cas. Bon, j'ai pu développer à peu près 1,5 hectare de plans d'eau que j'ai réalisé sur le temps. Bon, à un moment donné, quand j'ai empoisonné tous ces étangs, mais il me fallait des millions pour acheter l'aliment. Mais ça, je me suis promené dans toutes les banques, je n'ai jamais eu d'aide. Alors, qu'est-ce que je fais? Bon, je me débrouille pour les nourrir avec mes propres ressources. Mais alors, vous imaginez, quand vous êtes en activité et que vous avez un peu de ressources, c'est beaucoup plus facile. Mais quand vous êtes à la retraite, c'est difficile. Donc, pour un jeune qui se lance dans cette activité, c'est dire qu'il est obligé de se débrouiller avec ses moyens propres. Ça veut dire quoi, débrouiller? Parce qu'il faut bien dire aux jeunes ce qu'ils doivent faire. Parce que si vous dites débrouiller, nos jeunes n'en savent jamais. En fait, il faut le faire à votre allure. À votre rythme. À votre rythme, puisque vous n'aurez pas le financement d'une structure bancaire. Et donc, si vous vous lancez dans une exploitation assez importante, vous allez buter contre les moyens financiers pour alimenter vos poissons. Donc, il ne faut pas avoir une ambition démesurée. Non, de toute façon, dans toute activité humaine, il faut savoir aller progressivement. Voilà, il faut aller progressivement. Et avec le temps, vous allez acquérir de l'expérience et voir quelles sont les techniques qu'il faut utiliser pour pouvoir atteindre vos objectifs et tout. Donc, je pense que pour un jeune qui se lance dedans, en le faisant progressivement, parce que d'abord, pour se lancer, il faut qu'il ait une source de revenus quelque part. Voilà, c'est-à-dire, tu ne vas pas aller demander à un oncle de te donner 500 000 francs quand tu sais que cet oncle ne va pas continuer de te donner les 500 000 francs. Donc, il faut réfléchir. Maintenant, si tu as une petite activité qui te donne, bon, peut-être 50 000, 60 000 francs régulièrement, vous dites, bon, je vais me lancer dans cette activité. Ça, vous pouvez le faire. Voilà. Et on parle des périodes aussi. À quel moment faut-il se lancer dans l'aquaculture? Est-ce qu'il y a des périodes propices? Non. Est-ce qu'il y a des bonnes périodes? Est-ce qu'il y a des mauvaises périodes? Non. Il faut que vous ayez de l'eau en permanence. C'est tout.
Il n'y a pas de période propice. Ce n'est pas comme l'agriculture, où bon, on sait que dans telle saison, il faut planter et tout. Mais pour l'aquaculture, à n'importe quel moment, vous pouvez commencer. Mais et en période de forte pluie, bon, que c'est pas... En fait, c'est justement en cela que l'aménagement joue un rôle important. Parce que si vous faites bon, par exemple, j'ai vu des gens qui ont fait des aménagements dans des zones de bas-fond. Pas de pentes, pas du tout de pentes, mais tout autour, en fait, c'est dans une cuvette. Et puis tout autour, il y a des collines et tout ça. Pendant la saison des pluies, l'eau a tout emporté. Justement, quels sont les ennemis de l'aquaculture? Ah, il y a les prédateurs. Martin pêcheur. Bon, les oiseaux, ils sont terribles. Hein? Ils sont perchés sur les branches d'arbres et puis ils piquent directement. Oui, voilà. La chaîne alimentaire. Mais voilà, il y a les serpents, voilà et tout. Bon, et puis les poissons entre eux-mêmes. Voilà, il y a des poissons qui sont prédateurs. Voilà, mais nous, il y a un certain type de poissons prédateurs qu'on utilise. Lorsqu'on fait le tri des poissons, ce qu'on appelle le sexage, on peut se tromper et mettre des femelles et puis les mâles ensemble. Et qui vont se reproduire encore. Les femelles vont se reproduire parce qu'elles sont en contact avec les mâles. Sans le mâle, la femelle ne peut pas se reproduire. Donc, dans ce contexte-là, les alevins qui vont être produits vont consommer. Donc, il faut des poissons à l'intérieur pour les consommer. Alors, bon colonel, une autre question aussi importante hein, par rapport aux jeunes qui nous regardent. Quelle est la zone en Côte d'Ivoire qui est plus propice? Et Nessie et moi, on a entendu parler du Sud Comoué. C'est un peu plus propice, hein, qu'il y a des prédispositions naturelles pour l'aquaculture. Est-ce qu'au nord, dans l'ouest montagneux, on a les mêmes prédispositions? Bon, comme je vous l'ai dit, partout où on peut avoir un cours d'eau. Bon, dans une zone de montagne, vous voyez que les montagnes alternent avec les bas-fonds. Il y a des ruisseaux un peu partout, justement. Et ça, ce sont des zones où on peut identifier des espaces où on peut aménager des étangs. Mais dans le Sud Koumoué, c'est vraiment... Bon, dans le Sud Koumoué que je connais, personnellement, vous avez beaucoup d'espace. Beaucoup d'espace. Mais en zone, disons, lagunaire, par exemple, on peut faire l'élevage dans les lagunes avec des enclos ou bien des cages flottantes. Est-ce que notre lagune est fiable encore en 2018? Ah oui! Bon, ne regardez pas la lagune, la branche qui est à Abidjan. Non, Abidjan, mais allez-y plus loin, parce que la lagune s'étend sur un grand espace. Vous irez voir la lagune du côté des villages ébriés, là. Mais vraiment, c'est de l'eau claire. Vraiment, vous-même, vous avez envie de plonger dedans. La Djamé-Béjéville, la voilà. Mais ne regardez pas la partie qui est à Abidjan. Ça, c'est pollué. Tout le monde le sait. Voilà. Donc, on peut faire l'élevage sur la lagune, avec des enclos, avec des cages flottantes. Mais en zone forestière, si vous avez une rivière, bon, vous pouvez aménager des étangs en captant l'eau de la rivière par des canaux et puis vous allez les alimenter. D'accord. Avant de se dire au revoir, une dernière question. Qu'est-ce qui vous a personnellement attiré vers ce secteur? Moi, justement, ça c'est une très bonne question. Personnellement, c'est mon père qui m'a attiré dedans. Parce que dans sa forêt, il a vu qu'il y avait un cours d'eau qui ne tarissait jamais. Donc un jour, il m'a appelé, il dit, mais écoute, on peut faire de l'élevage de poissons dans cette zone-là. Parce que le cours d'eau, là, il est tout petit, mais il ne tarisse jamais. Et juste aller voir ça avec un ami ingénieur, on a regardé, et il a dit, ah oui, si on peut le faire. Donc j'ai fait appel à un ingénieur des eaux et forêts qui est spécialisé dans la pisciculture et dans l'aménagement. Et il est venu et il a conçu le plan d'aménagement et tout cela. Et donc, je me suis lancé dedans depuis 2003. Vous êtes tombé dedans comment? Voilà. Alors, dites-moi, pour rester dans la veine de la question de Nessie, en fait, la passion y est pour beaucoup. Hein. Eh oui, et puis dans toute activité, il faut aimer la chose. Il faut aimer, il faut être passionné, et puis il faut être présent. Et patient. Et patient. Alors moi, vous voyez, bon, en tant que militaire, je suis en activité, je n'ai pas le temps, je suis obligé de prendre des gens, ils ne font pas bien le travail, donc bon, je l'ai considéré comme une activité secondaire. Maintenant que je suis à la retraite, je suis un peu plus regardant. Mais je vous assure que c'est rentable parce que j'ai essayé l'élevage de moutons dans notre zone forestière, ça n'a pas pris. Les moutons sont morts très rapidement. J'ai essayé les bœufs aussi, ça ne prospère pas. Par contre, le poisson, vous savez, le poisson se nourrit naturellement des algues qui sont produites, qu'on appelle les phytoplanctons. Ça, c'est la source d'alimentation naturelle des poissons.
même quand vous ne pouvez pas les alimenter par rapport extérieur, ils se nourrissent de ça et ils ne meurent pas. Si vous ne mettez pas de poison, un produit toxique dans l'eau, les poissons ne meurent pas aussi facilement. Donc vraiment, c'est attention aussi à la sécurité, il faut que les temps soient surveillés. Aussi. Il y a des vols, il y a des jaloux qui peuvent mettre des substances bizarres dedans. Donc vraiment, en tout cas, félicitations pour ce que vous avez fait. Vous êtes un exemple pour la jeunesse. Ce sont des exemples concrets comme ça que nous aimons à Matin Bonheur. Au-delà de votre métier de colonel, vous auriez pu vraiment vous prélasser et profiter de votre retraite. Mais bon, voilà. Et on a appris aussi que vous donnez des conseils aux jeunes qui veulent se lancer dans ce circuit-là. Merci infiniment. Je rappelle que nous étions en compagnie, mesdames et messieurs, du colonel Patrick Mongomé Ngolé, spécialiste élevage de poissons, sur le thème investi dans l'aquaculture. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez constaté que c'est un secteur rentable. Mais si c'est la fin aujourd'hui, vous allez vous lancer dans l'aquaculture? Oui. Je serai avec vous, hein. 50-50. Il y a de fortes chances que je me lance dans pratiquement tous les secteurs d'activité, tous les professionnels qu'on rencontre ici. Parce que les secteurs sont tout aussi intéressants les uns que les autres. Allez, Matin Bonheur lève le camp pour se retrouver, pour revenir en puissance demain. Au revoir. Bon appétit, hein, si on mange du poisson aujourd'hui. Ciao, ciao. Du garba. Oui, par contre.